RCF. Un management archaïque, des effectifs insulaires pour dénoncer des conditions de travail dégradées. Et dans le domaine, la région Nord-Pas-de-Calais semble un cas d'école. Pour faire le point sur la situation et les actualités de la région, Olivier Berton, l'un des délégués zonal du syndicat Alliance Police Nationale. Bonjour Olivier Berton. Oui, bonjour. Est-ce que ça va si mal que ça dans la région Nord-Pas-de-Calais ? Ça va mal, oui. Si mal, je ne sais pas, quel est le niveau qu'ont fixé nos pouvoirs publics, je ne sais pas. Peut-être que l'élastique n'a pas encore cassé, visiblement, donc on peut encore le tendre jusqu'où, jusque quand. C'est justement la question que nous, on se pose syndicalement, parce que effectivement, on est les premiers à recevoir les doléances de nos collègues, qui sont les premiers, eux, sur le terrain. Et c'est vrai que la situation, à mon sens, est plus qu'alarmante. Alors, on a beau le dire, le répéter, ça fait plus que plusieurs mois, je pense que ça fait plusieurs années que c'est comme ça. Quel que soit le pouvoir en place, on ne trouve pas d'écoute quelque part. Alors si nos collègues, eux, crient au secours, au jour d'aujourd'hui, c'est ça. On a même, moi ça m'a un peu ému, effectivement, la semaine dernière, on avait des collègues qui écrivent ça sur des mains courantes. Si vous voulez, chez nous, dans la police, on a des mains courantes. Alors normalement, elles sont là pour signaler des défectuosités au niveau du matériel ou des véhicules de secours, etc., etc. Mais là, c'est vraiment des collègues qui crient au secours en s'adressant à leur hiérarchie, puisqu'ils savent que ça va être lu, et en disant, voilà, moi, je veux faire mon métier, j'y crois encore, mais je suis dans un tel désarroi, j'ai peur, voilà, on parle de phobie, on parle de problèmes médico-psychologiques, carrément. Alors, je voudrais pas non plus basculer sur le terrain, évidemment, encore pire, c'est le suicide, mais on sent qu'on est vraiment là, le mélange de ça, de conditions de travail terribles, vous l'avez rappelé, des locaux insalubres pour la plupart, puisque l'administration est incapable de faire des travaux ou de remplacer les commissariats en place malgré les promesses, parce qu'il n'y a pas d'argent, parce que, comme d'habitude, les économies se font sur le dos des plus pauvres, ou en tout cas des moins nantis. Et ces collègues sont pris entre une hiérarchie qui a conscience, parce qu'ils sont quand même pas fous, ils voient bien que ça tourne pas, ils crient au secours, ils essaient d'interpeller à droite à gauche. On en est même, nous, arrivés à devoir interpeller des députés, des sénateurs, localement, bien sûr, des maires qui sont, eux, sur le terrain aussi. Mais est-ce que vraiment le pouvoir en place a pris conscience de la réalité du terrain ? Moi, j'en doute, parce que je pense que les infos ne remontent pas jusqu'à eux, visiblement, ou alors elles sont délayées quelque part, ou à un moment donné, je sais pas, sans dire de mensonges, mais on n'ose pas dire la vérité, visiblement. Alors on va revenir sur le désarroi de ces policiers. Oui. Avant, j'aimerais qu'on s'arrête sur cette réalité du terrain. On a beaucoup de cas, on en parle beaucoup depuis quelques mois, effectivement même depuis le début de l'année dans la presse. On va décortiquer un petit peu ces différentes actualités. Je m'arrête d'abord sur ces questions de commissariat insalubre. Alors il y a eu le commissariat de Dunkerque qui a beaucoup fait parler, et le commissariat de Berck-sur-Mer qui a été évacué pour des raisons d'odeur pestilentielle. Le commissariat de Boulogne-sur-Mer qui a été inondé. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ce commissariat ? Vous avez aussi le commissariat de Douai qui a fait parler de lui, alors que c'est un commissariat récent, mais n'allez pas plus loin que l'hôtel de police de Lille, qui est parmi les plus récents de la zone, où les escaliers s'effondrent, on n'a jamais pu accéder à la cour d'honneur. Vous avez donc des locaux qui sont déjà, après quelques années d'exploitation, qui sont de toute façon soit à raser, soit à refaire de fond en comble. Alors là, il faudrait, je sais pas moi, je suis pas expert en bâtiment, mais il y a peut-être effectivement des questions à poser à ceux qui ont signé les contrats, ou ceux qui les ont exécutés, bien sûr. Alors, c'est pas nouveau, ce sont tous vous avez le commissariat de Tourcoing aussi, qui est, moi j'ai connu Roubaix, alors vous imaginez, mais même Roubaix, alors que c'est un commissariat qui date de 1989, qui maintenant, je dis pas qu'il est bon à raser, à reconstruire, mais il y a effectivement de gros soucis au niveau de l'immobilier. Mais si c'était que ça, c'est vrai que souvent c'est dû à de l'entretien, il n'y a pas d'entretien, les contrats d'entretien sont peut-être pas respectés, ou alors ceux qui le font pareil le font par-dessus la jambe. Je
sais pas, il y a vraiment un gros problème. Je suis persuadé qu'on pourrait améliorer les choses, mais vous savez, après, voilà, tout le monde s'y habitue finalement. C'est comme la misère, à force de la côtoyer, finalement on se dit que voilà, on n'est que pas le reflet du monde dans lequel on vit, point barre. Mais c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, quand on fait la liste, on se demande mais où est le commissariat où on peut normalement, décemment travailler. Je sais pas, c'est peut-être par le biais des délinquants ou des gardes à vue qu'on va solutionner le problème, peut-être, parce que quand eux aussi, avec des associations et des visites périodiques du parquet vont s'apercevoir que c'est inhumain, peut-être qu'on arrivera, eux, à leur changer le quotidien, dans les geôles, pas de douche, rien, et des odeurs aussi pestilentielles. Peut-être que nous aussi, du coup, on bénéficiera de quelque chose de mieux. Il faut l'espérer, je sais pas. Ça veut dire quoi pour les policiers de la police nationale de travailler dans ces conditions-là pour eux au quotidien ? Au quotidien, vous y allez. Alors, à une époque, c'est vrai que moi, j'ai connu le central de Roubaix de la rue Pellard. Vous savez, c'était aussi pas de chauffage. Il y avait des bestioles qui traînaient dans la cave, voire dans les bureaux. Je me souviens d'une fois, une dame que je recevais pour une audition et qui me dit, vous avez vu, il y a un rat qui vient de traverser le bureau. Oui, madame, oui, bon, j'ai l'habitude, mais vous inquiétez pas, dans 2 minutes, vous serez reparti, mais c'est notre quotidien. Alors, il y avait une super ambiance à l'époque. Voilà, c'est ça qui faisait la différence. C'est-à-dire que quand vous arriviez au boulot, vous n'y alliez pas avec un boulet à la cheville. Vous y alliez parce que vous aviez une mission à remplir et vous saviez que quelque part, ça servait à quelque chose. Et qu'en même temps, vous aviez une vraie solidarité. C'est-à-dire que la police, c'était une famille. C'était quelque chose où, voilà, quand on est dans le besoin, il suffit d'appeler un peu au secours et que ce soit en intervention ou dans des problèmes de vie privée, vous allez avoir des collègues qui vont vous aider, ou en tout cas une hiérarchie qui est présente aussi, parce que il n'y avait pas de scission entre finalement le chef de service, ses adjoints et puis les gardiens de la paix. Au jour d'aujourd'hui, vous pourriez avoir finalement des locaux extraordinaires. Je ne sais pas si finalement ça changerait grand-chose, parce que le policier quand il part au boulot, alors il y a ceux évidemment qui sont payés pour faire, j'allais dire, de l'abattage, c'est ni plus ni moins le terme. Eux se posent pas forcément et ils n'ont pas trop intérêt à se poser de questions sur le sens et le but de leur action. Parce que, évidemment, le lendemain, ils recommencent exactement la même chose, s'aperçoivent que ça n'a pas beaucoup d'importance, en tout cas que ça n'a pas beaucoup d'effet, évidemment, sur le niveau de la délinquance. Après, vous avez les autres qui, effectivement, sont plus en investigation, en police de l'air des frontières, ou en investigation en police judiciaire, ou en commissariat dans les sûretés urbaines. Eux, effectivement, alors ils passent leur temps à monter des dossiers, comme on dit, pour dézinguer des filières d'immigration, des filières de stupes, des filières de braquage, etc., etc. Et eux, je me demande comment ils peuvent encore avoir le feu sacré, de moins en moins. D'ailleurs, on dit souvent, l'investigation, de toute façon, elle est morte, parce que avec les réformes qui se sont mises en place et celles qui sont à venir, on se demande bien comment et pourquoi ces collègues-là vont continuer à travailler. Finalement, il serait peut-être plus utile à rebasculer à police secours et à tenter de sauver la veuve et l'orphelin, plutôt que d'essayer d'arrêter l'auteur de tel ou tel braquage ou tel assassinat. C'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, je sais pas, les collègues, ils ont encore, finalement, ils le crient dans leurs mains courantes, ils disent « mais moi je veux faire mon boulot, seulement voilà, les conditions sont intenables ». Alors qui va nous aider dans ce qu'on est en train de faire ? C'est assez terrible finalement ce que vous nous dites là, Olivier Berton, parce que si même les policiers n'y croient plus, qui va y croire ? Eh oui, c'est la question qu'on se pose, en tout cas que des experts se sont posés, puisque ça a fait aussi les unes de certains journaux, comme vous dites, il y a quelques mois, et malgré ces cris au secours, donc qui sont faits de la part de gens reconnus sur la place, en tant que psychologues ou experts sociétaux, je pensais, moi, qu'effectivement, le pouvoir public aurait peut-être réagi. Au jour d'aujourd'hui, on voit bien que non, c'est-à-dire que, voilà, on gère comme on peut, à la va comme je te pousse, au jour le jour. Et si un jour ça dégénère, écoutez, voilà, moi je suis pas responsable, ce sera le précédent ou le suivant qui prendra la suite, qui rendra des comptes. Mais je pense pas qu'on puisse gérer la sécurité comme ça, c'est pas possible. Il faut, nous, Alliance, on le réclame depuis des années, à ce qu'on appelait le Grenelle de la sécurité. Mais quand est-ce qu'on va accepter de mettre autour de la table tous les partenaires, la justice, la pénitentiaire, la police municipale, les gendarmes, les policiers, les magistrats, tout corps confondu,
et avec des hommes de terrain, parce qu'il faut bien qu'il y ait des hommes de terrain qui renvoient les vraies informations de la réalité. Et je pense qu'il faudrait revenir à de l'écoute du terrain. Et c'est ça que nos collègues nous disent finalement. Mais écoutez-nous, nous on y est, on est confrontés à la violence, on est confrontés à cette misère, mais écoutez-nous. Et pour l'instant, nous on se fait un peu porte-parole, c'est vrai. En novembre, le 13 très exactement à Paris, une manifestation nationale aura lieu à l'initiative d'Alliance Police Nationale. Donc l'année dernière, il y avait déjà 5000 policiers dans la rue, ce qui était quand même en soi quelque chose qui avait interpellé le ministre de l'époque, Manuel Valls. Cette année, s'il voit 10 000 policiers dans la rue, il ne faudra pas qu'il soit surpris, mais ce sera vraiment un signal fort. Enfin, je pense qu'après, qu'est-ce qu'il faut faire pour être entendu ? C'est la question que je pose. On sent votre colère, on sent également la détresse des policiers dans votre message, Olivier Berton. On vous retrouve dans un instant. Je rappelle que vous êtes l'un des délégués zonal pour le syndicat Alliance Police Nationale. À tout de suite. RCF Nord-de-France, la radio du quotidien. Olivier Berton, je rappelle que vous êtes l'un des délégués zonal pour le syndicat Alliance Police Nationale. Vous nous parlez aujourd'hui de la situation de la police nationale et des policiers, tous métiers confondus. Il y a une centaine de métiers, vous me le confiez, dans la police nationale. Donc cette situation dans la région, situation qui est loin d'être idyllique. C'est un véritable cri de détresse que poussent aujourd'hui les policiers. On a parlé un petit peu de l'insalubrité d'un certain nombre de commissariats dans la région. Le préfet, on n'en a pas parlé, mais le préfet a annoncé qu'en tout cas dans le département du Nord aurait lieu prochainement le recensement des projets immobiliers prioritaires. On peut se dire, c'est qu'en tout cas, un premier pas qui est fait. Oui. Un autre sujet qui cristallise un peu les tensions, qui cristallise aussi toutes les attentions en ce moment, c'est la situation à Calais. De plus en plus de migrants. On parlait beaucoup de ces assauts de 200 à 300 migrants les week-ends et puis les mercredis, en fait, aux périodes de grandes affluences, où ils prennent d'assaut les camions pour tenter de passer en Angleterre. Face à eux, de très faibles effectifs de police. Livrés à eux-mêmes, la plupart du temps. Comment justement les policiers vivent cette situation ? Parce qu'on a assez peu ce regard du policier sur au jour d'aujourd'hui, c'est un peu le système D, parce qu'effectivement le policier, lui, il ne faut pas imaginer que le matin, on lui fait une réunion avec 200 fonctionnaires. D'abord, ils n'existent pas, mais on leur dit pas textuellement ce qu'ils ont à faire. Si, bien sûr, ils sont tous rompus à toutes ces interventions, parce que la plupart, ils sont pas sortis d'école, ils ont déjà 10 ou 15 ans de boutique, donc ils savent très bien ce qu'ils ont à faire, mais ils ont à faire techniquement, c'est-à-dire que ce qu'ils attendent, c'est qu'on leur donne vraiment des consignes claires, précises, pour qu'ils sachent exactement à quoi s'en tenir. Là, au jour d'aujourd'hui, voilà, c'est en fonction de l'événement, allez là, essayez d'eux, mais surtout ne faites pas de bévues, ça serait malvenu. On a la presse qui est là, oui, il y a 300 migrants qui, vous le savez, vont tenter de prendre d'assaut telle ou telle passerelle pour monter sur le ferry ou tel parking avec des smirmorques anglais. Bon, les collègues, ils y vont parce que, voilà, ils sont payés pour ça, et effectivement, même si les effectifs, les moyens et la couverture, j'allais dire, hiérarchique n'est pas là, ils y vont. Maintenant, voilà, il faut pas s'étonner des blessures dans nos rangs, voilà, mais c'est qui a le dessus au bout du compte, finalement? Parce que on a des politiques qui ont jamais su gérer le phénomène, il faut être clair, qu'on soit de droite ou de gauche, un peu plus répressif évidemment, ou de l'autre côté un peu plus humaniste, mais finalement on n'a pas su résoudre le problème. Et au jour d'aujourd'hui, quand on ne donne pas de consignes claires, précises, faut pas s'étonner donc du désarroi dans nos rangs, parce que quelle utilité de faire tout ça pour des collègues qui eux, encore grâce à Dieu, encore un peu de feu sacré en eux et de passion, mais alors le jour où ils en auront plus du tout, effectivement, jusqu'où ça va aller? Voilà, c'est la question qu'on se pose. Les collègues là sur la côte, je pense que voilà, ils en ont marre, ça c'est clair. Ils sont là à agir comme ils peuvent, voilà, avec les moyens qu'on leur donne, en espérant qu'il leur arrive rien. Voilà, parce que non seulement ça peut être des blessures, évidemment, tous les jours des policiers blessés en France, et Dieu sait s'il y en a sur le Nord-Pas-de-Calais. Donc ça fait X milliers de jours d'arrêt, vous imaginez, donc autant de potentiel en moins, évidemment, sur le terrain.
terrain alors qu'on a déjà peu d'effectifs à disposition. Mais si en plus vous avez la peur, à cette peur donc physique ou de blessure se rajoute la peur évidemment de faire un faux pas entre guillemets, je parle pas de bavure parce que chez nous c'est pas ça, c'est de faire en sorte que voilà, il faut que tout se passe bien. Parce que sinon, si ça se passe mal, c'est le début des emmerdes. Voilà, c'est la revue de gravure, comme on dit chez nous. Et donc, pendant que ceux qui auront été à l'origine des violences, eux, seront déjà remis en liberté, évidemment, sans poursuite pour la plupart, parce que encore faudrait-il avoir les moyens et l'arsenal nécessaire pour mettre un terme à ces mouvements ou ces exactions, puisqu'ils sont de plus en plus violents. C'est pas nous qui le disons, c'est même la presse qui est sur place qui constate effectivement un accroissement dans les violences. Mais de notre côté, effectivement, les collègues, ils seront peut-être encore en train d'être entendus par l'IGPN sur le pourquoi du comment. Oui, mais vous avez manqué de discernement au moment où vous avez donné l'assaut, vous auriez peut-être pu éventuellement éviter que... encore une fois, évidemment, des avis qui sont donnés par des gens qui restent dans des bureaux, qui sont jamais sur le terrain. Alors, voilà, moi je leur dis, venez sur le terrain, venez voir comment ça se passe. Je m'adresse aux politiques aussi, pourquoi pas, et venez constater. Ne faites pas refaire les commissariats d'une peinture avant d'arriver, non. Venez vraiment constater de vous-même ce qui se passe. On peut toujours espérer. On sent vraiment, il y a un vrai ras-le-bol des hommes du terrain. On sent également une forme d'impuissance à Calais. En tout cas, on a une sorte de tonneau des Danaïdes, c'est l'expression que vous utilisiez hors antenne. Voilà, de toujours refaire les mêmes choses sans fin, finalement. Voilà, tout à fait. Ça me fait penser forcément à un mot que donnait le secrétaire général du syndicat Alliance, Jean-Claude Delage. Les fonctionnaires sont au bord de la désespérance. On en est là aujourd'hui à la désespérance au sein de la police nationale. Tout à fait. Moi, j'ai utilisé les termes de... Voilà, on disait encore jusqu'à une certaine époque, il y a un malaise, il y a un mal-être. Bon, ça veut pas trop dire grand-chose non plus, le malaise, mal-être. Là, on est dans une forme de désespérance, désarroi, désespoir. Voilà, ce sont les termes qui sont couramment utilisés. Parce que, voilà, je crois que le psychologique est atteint. Et c'est ça le pire. Parce que vous avez beau mettre en place toutes les cellules de veille du monde, vous aurez du mal, dans ce contexte de société individualiste et égoïste, égocentrique, à effectivement avoir un œil sur le voisin qui est peut-être en désespérance totale. Et qui, on en voit, ils viennent en consultation, ils sont complètement, c'est pas du pipeau, c'est vraiment des gens qui sont en désarroi total, en dépression, il faut le dire. Il y a plein de collègues qui sont dépressifs au jour d'aujourd'hui, en arrêt maladie, parce que voilà. Alors c'est pas uniquement dû au métier, bien sûr. Tout le monde a des soucis, vous savez. On est, je vous le dis, le reflet de la société. Donc les soucis actuels de chômage, de pouvoir d'achat, bien sûr que nos collègues le prennent en pleine figure tous les jours. Et donc ça vous aide pas pour aller au boulot avec le sourire aux dents, évidemment. Et donc nous on est là aussi pour tenter, moi je m'adresse aux collègues pour leur dire mais ne soyez pas trop désespérés non plus, il faut que nous aussi, on est là quelque part, même si parfois on nous dit vous les syndicats, à quoi vous servez, de toute façon vous servez à rien, tatati tatata. Si, on sert à aussi être porte-parole de votre désespérance, mais on est là aussi pour vous aider, parce que vous, quand vous passez dans nos bureaux, on vous écoute, mais en tout cas on vous fournit aussi les moyens pour essayer de vous retaper. On n'est pas forcément médecin, on n'est pas forcément psy, mais on est quand même assez au contact justement des réalités. On a fait beaucoup de boulot avant d'être syndicaliste, on était sur le terrain aussi, donc on vous comprend, on sait exactement ce que vous voulez nous dire, on sait ce que vous vivez, et soyez sûrs qu'on mettra toute notre énergie, nous, même si on a l'air parfois d'être un peu défaitiste, mais nous on est réaliste, les syndicalistes c'est ça, et notre énergie on va la mettre à votre service. Vous êtes dans le désarroi, nous on va faire en sorte que ça change, parce qu'on y croit encore et qu'on est persuadé qu'il y a encore peut-être des hommes politiques ou des gens de bonne foi et de bon esprit qui sont prêts à relever le défi pour que tout aille mieux, parce qu'il faut que ça aille mieux. On peut pas laisser comme ça une si belle machine, la police nationale et la gendarmerie nationale, on peut pas la laisser comme ça s'effondrer. Non, c'est pas possible, j'y crois pas. On va pas pouvoir faire ça, c'est pas possible. Alors quand on regarde les prévisions de budget pour 2015, on se dit que c'est pas tout de suite que les choses vont pouvoir se remonter. On sent clairement que la justice, la police, la gendarmerie, on va dire le domaine sécurité est loin d'être une priorité pour le gouvernement. Malgré tout, pour terminer sur une note d'espoir, qu'est-ce qui pourrait redonner l'espérance à la police nationale, dans notre région en tout cas ?
Ça se tient à beaucoup de choses. C'est pas qu'une seule solution. Je pense que, comme je disais, il faudrait tout remettre à plat, localement, nationalement, ici sur la région. Peut-être plus d'écoute de la part de nos politiques aussi. C'est eux qui sont finalement les grands penseurs et les grands décisionnaires, qu'ils acceptent de se mettre autour d'une table et de discuter réellement. Ça en vaut la peine, quoi. La France et les Français sont en droit d'avoir une meilleure sécurité avec une police en meilleur état physique et psychologique. Enfin, c'est quand même le minimum qu'on puisse demander. Et je suis persuadé que tout n'est pas qu'une question d'argent. De toute façon, des moyens, il y en a. Il faudrait peut-être les redispatcher différemment. Il y a plein de petites solutions, vous savez. C'est sûr que si elle-même, la justice, était mieux équipée, puisque c'est le bout de la chaîne pénale, les policiers se sentiraient un peu plus d'une utilité un peu plus importante, effectivement. Ça, c'est sûr. Redonner l'espoir à notre police nationale, donc tout l'enjeu de demain. Merci Olivier Berton. Merci.